À la caisse du supermarché, j'ai aidé une femme âgée à payer ses courses. Elle s'est approchée de moi et m'a chuchoté d'un ton pressant. Après le départ de votre fils, ne touchez pas à la neige devant votre maison. Votre vie en dépend. J'ai cru que ce n'étaient que les divagations confuses d'une vieille femme sénile. Le lendemain matin, quand je suis sorti, ce que j'ai vu a failli arrêter mon cœur. Qu'est-ce qui m'attendait dans ma cour ce matin-là? Je vous le dirai dans un instant. Mais d'abord, laissez un commentaire ci-dessous. Dans quelle ville vous trouvez-vous en ce moment? Je veux voir jusqu'où cet avertissement voyage. Plongeons maintenant dans l'histoire de ce jour-là. Tout a commencé 3 jours plus tôt, par un après-midi de décembre, lorsque le premier véritable blizzard de la saison a frappé Chamonix. Je faisais la queue chez le Petit Marché, une petite épicerie familiale à 2 pâtés de maison de chez moi, rue des Allobroges. Je regardais les gros flocons de neige s'écraser contre les vitres. À 72 ans. On arrête de courir après les promotions à l'autre bout de la ville. On va là où les gens connaissent votre nom, là où les rayons vous sont familiers. La vieille dame devant moi comptait des pièces sur le comptoir avec des doigts tremblants. Elle portait un manteau élimé et une écharpe décolorée. Sur le tapis roulant se trouvait la commande la plus triste que j'ai jamais vue. Une petite miche de pain, du lait, 3 pommes de terre et un seul oignon. « Madame, il vous manque environ 15 €, dit doucement Léa, la jeune caissière. Comment est-ce possible? La main de la vieille femme tremblait. J'ai compté 2 fois à la maison. Derrière moi, quelqu'un soupira d'impatience. La file s'allongeait. J'ai regardé cette silhouette voûtée, ses mains rougies par le froid et ses maigres provisions. Cela faisait 5 ans que Juliette était partie, et j'entendais encore sa voix. Frédéric, nous avons plus qu'assez. Aide toujours quand tu le peux. Léa, ajoutez cela à mon compte, ai-je dit en posant un billet de 20 € sur le comptoir. Oh, mon chéri, vous n'auriez vraiment pas dû. La vieille femme s'est retournée et ses yeux ont rencontré les miens. Ses yeux n'étaient ni troubles ni lointains, mais clairs comme un ciel d'hiver, tranchants comme du verre brisé. Ils m'ont transpercé d'une manière qui m'a coupé le souffle. Il y avait quelque chose d'antique dans ce regard, quelque chose qui savait. Merci, mon cher, dit-elle doucement. Sa poigne sur ma manche était étonnamment forte. Votre gentillesse ne sera pas oubliée. Elle ramassa ses courses, puis se retourna. Le magasin semblait devenu silencieux. Elle s'est penchée tout près, et j'ai senti une odeur de naphtaline et de lavande séchée. Écoutez attentivement, murmura-t-elle. Quand votre fils partira ce soir, ne touchez pas à la neige dans votre cour. Peu importe ce qu'il vous dit, ne déneigez pas avant le matin. Je vous demande pardon. Quoi? Ses doigts s'enfoncèrent dans ma manche. Votre vie en dépend. Promettez-moi. L'intensité de sa voix me secoua. D'accord, je le promets. Elle me lâcha, hocha la tête et se dirigea vers la sortie avec une rapidité surprenante. Les portes coulissantes s'ouvrirent et elle disparut dans le tourbillon blanc, comme si elle n'avait jamais été là. Mon cœur tambourinait. Monsieur Lambert, tout va bien? Demanda Léa. Très bien. J'ai secoué la tête et payé mes courses, poulet, légumes, pain, puis je me suis lancé dans la tempête. Le vent me giflait le visage. Je suis rentré péniblement chez moi, mes bottes craquant dans la poudreuse. Les paroles de la vieille femme résonnaient. Quand votre fils partira ce soir? Comment savait-elle que Cédric venait? Je n'en avais parlé à personne. Il m'avait appelé le matin même, disant qu'il devait passer après le travail. C'était la première fois en 3 mois, sans que je le lui demande. J'ai ri nerveusement en déverrouillant ma porte et en secouant la neige de mes bottes. Juste les divagations d'une vieille femme. Une démence, probablement. Il se fixe sur des choses étranges, voit des schémas là où il n'y en a pas. Mais quelque chose dans ses yeux restait gravé en moi alors que je regardais la tempête par la fenêtre de ma cuisine. Quelque chose qui suggérait qu'elle avait vu des choses que je ne pouvais imaginer, savait des choses que je ne voulais pas savoir. Elle avait plongé son regard dans mon avenir et y avait vu quelque chose qui l'avait terrifié. Quelque chose impliquant mon fils et la neige couvrant maintenant ma cour d'un manteau blanc immaculé. Ce soir-là, des phares ont balayé le mur de mon salon. Vers 18h30, la berline noire de Cédric est entrée dans l'allée, les roues crissant dans la neige qui s'accumulait.
J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. Cédric, entre vite. Tu vas geler. Je ne peux pas rester longtemps, papa. Il entra, secouant la neige de sa veste, mais sans l'enlever. À 39 ans, mon fils était devenu un étranger, aux traits tirés, consultant sans cesse son téléphone, toujours pressé d'être ailleurs. J'ai un déplacement professionnel, dit-il en évitant mon regard. Je pars dans 1 heure. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. C'est attentionné, ai-je dit, essayant de masquer ma surprise. Pour combien de temps? 1 semaine, peut-être 10 jours. Il jeta un coup d'œil dans la maison, son regard s'attardant sur les photos de Juliette, puis se tournant vers la fenêtre donnant sur le jardin. Les routes deviennent mauvaises. Ils passeront le chasse-neige demain matin. Papa, tu dois déneiger l'allée ce soir avant que ça le pire. Ce soir, Cédric. Ça tombe encore dru. Fais-le ce soir. Sa voix avait un tranchant qui me déplut. Tu ne rajeunis pas. Si quelque chose arrive, les secours doivent pouvoir entrer. Cette inquiétude semblait fausse, trop répétée, trop insistante. J'irai bien, dis-je. Ah bon? Il fit un pas vers moi. Tu seras seul ici, n'est-ce pas? Personne pour passer te voir. Les Gauthier sont à Nice, non? Comment sais-tu cela? Je les ai appelés la semaine dernière, pour m'assurer que quelqu'un veillait sur toi. Un frisson me parcourut l'échine. Quand votre fils partira ce soir, ne touchez pas à la neige dans votre cour. Je peux m'occuper de moi-même, dis-je lentement. Déneige juste l'allée, papa. S'il te plaît, avant de te coucher. Il regarda son téléphone, fronça les sourcils. Je dois y aller. J'ai un vol tôt demain. Un vol? Je pensais que c'était un voyage en voiture. 1 seconde d'hésitation. Je roule jusqu'à Genève ce soir, je décolle de là-bas. Il se dirigea vers la porte et je le suivis. Cédric, tout va bien? Très bien. Juste stressé par le boulot. Il s'arrêta sur le seuil. Pendant un instant, je vis quelque chose dans ses yeux. De la désespérance. De la peur. Promets-moi que tu déneigeras ce soir. Les paroles de la vieille femme résonnèrent comme un signal d'alarme. Je vais y réfléchir. Papa. Bonne route, mon fils. Il me regarda, la mâchoire serrée, puis fit demi-tour et marcha vers sa voiture. J'ai regardé ses feux arrière disparaître dans le rideau blanc de la neige qui tombait. J'ai verrouillé la porte, vérifié 2 fois le verrou, et je suis resté dans le couloir sombre, écoutant la maison craquer autour de moi. La visite de Cédric semblait étrange. Son insistance pour l'aller semblait étrange. Ses questions sur qui passerait me voir semblaient très étranges. Je suis allé à la fenêtre arrière et j'ai regardé ma cour. La neige était immaculée, intacte, magnifique. Ma pelle était appuyée contre le mur du garage, facilement accessible. L'avertissement de la vieille femme faisait écho dans mon esprit, se mélangeant au comportement bizarre de Cédric, à ses questions curieuses, à ce ton désespéré dans sa voix. J'ai laissé la pelle là où elle était. Cette nuit-là, j'ai fermé toutes les portes à clé et je suis allé me coucher, mais le sommeil ne venait pas. Je restais allongé dans le noir, écoutant le vent hurler et la neige fouetter les vitres, me demandant ce qui pouvait bien se passer. Les mots de la vieille femme tournaient en boucle, implacables comme la tempête. Votre vie en dépend. Je me suis réveillé à l'aube dans un silence pesant, ce genre de silence qui suit un grand blizzard, quand le monde semble retenir son souffle sous une épaisse couverture de blanc. La tempête s'était calmée durant la nuit, laissant tout immobile et étouffé. Mon dos me faisait souffrir quand je suis descendu dans la cuisine. J'ai rempli la bouilloire et je l'ai posée sur la cuisinière, puis je me suis approché de la fenêtre en attendant qu'elle bouille. C'est là que je les ai vus. Des empreintes. Des traces profondes et nettes coupant la neige immaculée de mon jardin arrière. Ce n'étaient pas les miennes. Je n'étais pas sorti depuis hier après-midi. Ce n'était pas non plus celle du facteur, ces traces venaient du portail latéral, pas de l'allée principale. Ma main s'est figée sur le rideau. Les traces menaient du portail directement vers la maison, faisant méthodiquement le tour du périmètre. Elles s'arrêtaient à chaque fenêtre du rez-de-chaussée. Le salon, la cuisine où je me tenais, et l'arrière, là où la fenêtre de ma chambre donne sur le jardin.
Je me suis déplacé vers la fenêtre arrière, mon cœur commençant à cogner contre mes côtes. Les empreintes arrivaient juste contre la vitre, assez près pour que celui qui les avait faites puisse regarder à l'intérieur, puisse me voir dormir. Et là, mon souffle s'est coupé. Des marques dans la neige, sous le cadre de la fenêtre. Des traces de frottement, comme si quelqu'un avait testé la fenêtre, l'avait forcée, avait vérifié si elle était verrouillée. Les empreintes étaient énormes, du 46 fillettes, peut-être plus. Des marques profondes qui témoignaient d'un homme lourd, imposant. La foulée était large, assurée, délibérée. Quelqu'un avait tourné autour de ma maison la nuit dernière pendant que je dormais, vérifiant les fenêtres, testant les verrous, cherchant un moyen d'entrer. Mes jambes ont faibli. Je me suis agrippé au comptoir pour ne pas tomber. Si j'avais déneigé l'allée comme Cédric l'avait insisté, comme s'il m'en avait pratiquement supplié, ces traces auraient disparu. Elles auraient été recouvertes par mes propres pas, détruites par le passage de la pelle. Je n'aurais jamais su que quelqu'un était venu ici. La bouilloire s'est mise à siffler, et j'ai sursauté comme si on m'avait tiré dessus. J'ai éteint le feu avec des mains tremblantes. Qui? Pourquoi? Que voulait-il? Et comment? Comment, au nom de Dieu, cette vieille femme avait-elle su que cela arriverait? J'ai repensé à la visite de Cédric, à son insistance pour l'aller, à la façon dont il m'avait demandé si je serais seul, si quelqu'un passerait me voir, à ce ton désespéré quand il a dit « Promets-moi ». Les traces ne mentaient pas. Quelqu'un était venu. Quelqu'un avait tourné autour de ma maison comme un prédateur évaluant sa proie. Et Cédric voulait que j'efface les preuves avant même de les voir. Je me suis forcé à respirer. Les traces étaient fraîches. Aucune nouvelle neige n'était tombée depuis la fin de la tempête vers minuit. Celui qui les avait faites était venu après cela, au milieu de la nuit, dans l'obscurité totale. Pendant que je dormais, totalement ignorant que quelqu'un se trouvait juste derrière ma fenêtre. J'ai regardé à nouveau les marques sous la fenêtre de ma chambre. Ils avaient essayé d'entrer. Si cette fenêtre avait été mal fermée. Ma main a trouvé mon téléphone dans la poche de ma robe de chambre. Le lieutenant Samuel Crawford était l'officier de gendarmerie du secteur depuis 20 ans. Il m'avait aidé après le départ de Juliette, passant prendre des nouvelles durant les premiers mois. Un homme bon. Solide. Quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. J'ai cherché son numéro. Mon pouce flottait au-dessus du bouton d'appel. Ce n'était pas une farce d'adolescent. Ce n'était pas des empreintes d'enfant. C'était autre chose. Quelque chose qui me nouait l'estomac d'une peur que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Le visage de la vieille femme a surgi dans ma mémoire. Ses yeux clairs, savants. Elle avait vu ça. D'une manière ou d'une autre, c'était impossible, mais elle savait. Et elle m'avait sauvé. J'ai appuyé sur appeler. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois. Crawford. Sa voix familière a répondu. Samuel, c'est Frédéric Lambert. J'ai besoin que tu viennes. Ma voix était plus assurée que je ne l'étais réellement. Quelqu'un était dans mon jardin la nuit dernière, et je pense qu'il essayait d'entrer. Le lieutenant Crawford est arrivé en moins de 20 minutes. Sa voiture de gendarmerie s'est garée devant chez moi, moteur tournant mais gyrophare éteint. C'était un homme de haute stature, d'une 50aine d'années, dont la seule présence suffisait à vous rassurer. Monsieur Lambert, dit-il en me serrant fermement la main. Montrez-moi ça. Je l'ai conduit à la fenêtre arrière. Il a examiné le jardin, puis est sorti dans la neige. Je l'ai observé depuis l'intérieur alors qu'il s'accroupissait près des traces pour prendre des photos. Il avançait avec méthode, suivant le chemin emprunté par l'intrus, du portail jusqu'à la maison, s'arrêtant longuement devant chaque fenêtre. Lorsqu'il est rentré, son visage était sombre. Bottes de taille 46, semelles lourdes. Cet homme pèse au moins 90 kilos. Monsieur Lambert, ce n'était pas un hasard. Il vérifiait chaque point d'entrée. Il cherchait quoi? Ai-je demandé. À voir lesquels étaient vulnérables. Crawford a sorti son carnet. Vous verrouillez vos fenêtres la nuit? Toujours. Depuis que ma femme est partie. Tant mieux. C'est probablement ce qui vous a sauvé. Il a noté quelque chose, puis a repris. Votre voisine d'en face, Madame Lefebvre,
elle a une caméra de surveillance, n'est-ce pas? Rosemonde? Oui. Allons lui parler. Rosemonde Lefebvre nous a ouvert en robe de chambre matelassée, les yeux écarquillés. Frédéric? Mais que se passe-t-il? Désolé de vous déranger si tôt, ai-je dit. Nous devons vérifier vos enregistrements d'hier soir. Crawford a pris la télécommande et a fait défiler les images. Essayez vers minuit, ai-je suggéré. Il a passé en accéléré des heures de rue vide et de neige tombante. Puis, Crawford a figé l'image. 23h44. Une berline sombre descendait lentement la rue des Allobroges, tous feux éteints. Elle s'est arrêtée juste devant chez moi. Un homme est sorti, grand, large d'épaules, vêtu d'une veste sombre et d'un bonnet en laine. Il a regardé de chaque côté, puis s'est dirigé vers mon portail. Il sait où il va, a mutonné Crawford. L'homme a disparu dans mon jardin. Les minutes ont défilé. 8, 10, 12 minutes. Puis il est réapparu, marchant avec la même assurance tranquille, est monté dans la voiture et est reparti. Revenez en arrière, a ordonné Crawford. Au moment où il entre. Rosemonde a rembobiné. Crawford s'est penché vers l'écran. Pouvez-vous zoomer? L'image s'est pixelisée, mais on pouvait distinguer une partie de la plaque d'immatriculation. 74.27. Immatriculé en Haute-Savoie, a noté Crawford. Et il y a quelque chose sur la portière. Vous voyez? J'ai plissé les yeux. Il y avait un logo ou une inscription sur le côté de la voiture, trop flou pour être lu. Un véhicule commercial, peut-être. Crawford a pris des photos avec son téléphone. Madame Lefebvre, envoyez-moi cette séquence par mail. Est-ce que Frédéric est en danger? La voix de Rosemonde tremblait. Nous allons faire en sorte qu'il ne le soit pas. De retour chez moi, Crawford a consulté ses notes. Quelqu'un est venu vous voir récemment. Quelqu'un d'inhabituel. Le visage de Cédric m'est revenu à l'esprit. Son insistance désespérée pour que je déneige, ses questions sur qui viendrait me voir. Mon fils est passé hier soir, ai-je dit lentement. C'était la première fois depuis des mois. Le stylo de Crawford s'est arrêté. Et il voulait absolument que je déneige l'allée. Il a insisté lourdement, il s'est même fâché quand j'ai dit que j'attendrais. Le silence est devenu pesant. Vous pensez qu'il allait vous cambrioler? J'ai regardé les empreintes sous ma fenêtre, là où quelqu'un avait testé le verrou. Je ne sais plus quoi penser. La radio de Crawford a grésillé. Il s'est écarté pour parler à voix basse, puis est revenu vers moi. Je lance une recherche sur la plaque partielle et le logo. En attendant, je demande à une patrouille de passer toutes les heures cette nuit. Gardez vos portes verrouillées. Toutes. N'ouvrez à personne que vous ne connaissez pas. Vous pensez qu'il reviendra? Crawford a regardé l'image figée sur l'écran. La silhouette sombre, les mouvements délibérés. Des hommes comme lui n'abandonnent pas après un seul repérage, dit-il calmement. Nous devons découvrir qui il est. Vite, avant qu'il ne revienne. À midi, Crawford m'a rappelé avec une nouvelle qui m'a glacé le sang. Marc Boivin, dit-il sans préambule. C'est à lui que nous avons affaire. Ses empreintes sont dans le système, il a un casier qui remonte à 20 ans. Je me suis assis lourdement à la table de la cuisine. Quel genre de casier? Vols aggravés, violence en bande organisée. Il a fait 2 séjours en prison, un à Lyon, l'autre ici à Bonneville. Il est sorti il y a 18 mois. La voix de Crawford était grave. Monsieur Lambert, cet homme n'est pas un simple voleur. C'est quelqu'un qu'on engage quand on veut qu'un problème soit réglé. La pièce a semblé vaciller autour de moi. Réglé? Vous voulez dire que... Je veux dire qu'il ne travaille pas seul, a poursuivi Crawford. Quelqu'un l'a envoyé chez vous. Quelqu'un l'a payé. Manin s'est crispé sur le téléphone. Pourquoi faire? C'est ce sur quoi nous travaillons. Mais Frédéric. Le fait qu'il utilise mon prénom suffisait à me faire comprendre la gravité de la situation. Les hommes comme Boivin ne font pas de repérage pour de simples cambriolages. Ils sont payés pour faire des choses que la plupart des gens n'oseraient pas imaginer. Samuel,
nous avons trouvé l'endroit où il loge, a-t-il ajouté. Un petit hôtel de bord de route vers Annemasse. Il s'est enregistré il y a 3 jours sous un faux nom, mais le réceptionniste l'a identifié sur photo. Il a payé en espèces et conduit une voiture de location, la berline de la vidéo. Il y a 3 jours. Juste avant la visite de Cédric. Juste avant que cette vieille femme ne m'avertisse au sujet de la neige. Qu'est-ce que cet homme me voulait? Nous n'allons pas attendre pour le découvrir, a dit Crawford. Des unités sont positionnées près de l'hôtel. Nous suivons ses mouvements. Et Frédéric, nous avons épluché ses relevés téléphoniques. Il a passé un appel hier soir à 23h30, juste avant d'arriver chez vous. Nous traçons le destinataire, mais quelqu'un lui a dit de venir. Quelqu'un lui a donné votre adresse. J'ai repensé à ses empreintes, à la manière dont il avait testé chaque fenêtre. Il allait revenir, n'est-ce pas? Ai-je murmuré. Hier soir, ce n'était qu'une reconnaissance. C'est notre analyse, oui, a répondu Crawford d'une voix durcie. C'est pourquoi je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Restez à l'intérieur. Verrouillez tout. Je poste l'agent Moreau devant chez vous pour le reste de la journée et de la nuit. Si Boivin s'approche de votre rue, nous l'aurons. Vous pensez qu'il reviendra ce soir? Je pense qu'il a été payé pour un travail et qu'il ne l'a pas terminé. Alors, oui. Il y eut un silence. Frédéric, y a-t-il quelqu'un qui pourrait vouloir vous faire du mal? Un litige, des problèmes d'argent, n'importe quoi. Le visage de Cédric a de nouveau flotté dans mon esprit. La désespérance dans sa voix. Promets-moi que tu déneigeras ce soir. C'est question pour savoir si je serai seul. Je ne vois personne, ai-je menti, mais les mots semblaient peser une tonne dans ma bouche. Réfléchissez bien, car quelqu'un a engagé Mac Boivin. Quelqu'un qui sait où vous vivez et qui le voulait chez vous hier soir. Après avoir raccroché, je suis resté assis à table pendant de longues minutes, le regard dans le vide. Mac Boivin, un homme payé pour faire disparaître les problèmes, et quelqu'un l'avait pointé vers moi. Les pièces du puzzle étaient là, éparpillées, et je ne voulais pas les assembler. Je pouvais appeler Cédric, lui demander la vérité, mais les questions qui se formaient dans mon esprit étaient trop terribles pour être prononcées. C'était insensé. C'était mon fils, mon petit garçon. Mais j'avais vu ses traces. J'avais entendu Crawford dire. Quelqu'un qu'on engage quand on veut qu'un problème soit réglé. Une terreur froide s'est installée dans ma poitrine. Ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un voulait quelque chose de moi, quelque chose de permanent. Et au fond de moi, je commençais à comprendre qui. Ils l'ont arrêté à 16h, à peine 2 heures avant qu'il ne prévoie de revenir chez moi. Crawford m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Nous l'avons, Frédéric. Boivin a été cueilli à l'hôtel sans incident. J'ai serré le téléphone. Il avait un sac de sport prêt, des gants, du matériel d'effraction et un couteau, a précisé Crawford. Ce n'était pas une visite de courtoisie qu'il préparait. Mes jambes se sont dérobées. Est-ce qu'il a parlé? Il parle en ce moment même. L'inspecteur Garnier est avec lui. Je vous rappelle. L'attente était insupportable. J'ai fait les 100 pas dans ma cuisine, observant l'agent Moreau assis dans sa voiture devant ma porte. Le soleil se couchait, peignant la neige de teintes orangées et dorées. Crawford a rappelé 1 heure plus tard. Frédéric, je dois vous demander de venir au commissariat. L'inspecteur Garnier veut vous parler. Qu'est-ce que Boivin a dit? Il vaut mieux que vous l'entendiez en personne. Au commissariat de Chamonix, l'air était lourd d'une odeur de café froid et de tabac froid. Crawford m'a conduit dans une petite salle d'interrogatoire aux murs gris. À travers la vitre sans teint, j'ai vu l'homme. Mac Boivin. Il restait assis, massif et impassible, comme un bloc de granit des Alpes. L'inspecteur Garnier est entré, tenant un dossier. Son regard était empreint d'une profonde tristesse. Monsieur Lambert, commença-t-il, Mac Boivin a fini par parler. Il nous a montré ses messages. Il a été engagé il y a 1 semaine via une application cryptée. Son employeur lui a envoyé une photo de votre maison, vos horaires, et un plan détaillé de vos entrées. Il marqua une pause, hésitant. La compte de 10 000 € a été versée depuis un compte offshore,
mais nous avons tracé l'adresse IP de la connexion initiale. Elle provient de l'ordinateur portable de votre fils, Cédric. Le monde s'est effondré. Le vide. Un gouffre noir s'est ouvert sous mes pieds. Pourquoi? Ai-je réussi à articuler dans un souffle. Cédric est lourdement endetté, Frédéric. Ses affaires immobilières à Genève ont périclité. Il a contracté des emprunts auprès de personnes peu recommandables. Votre assurance vie et la vente de cette maison de famille. C'était sa seule issue. Je me suis souvenu de son regard désespéré sur le seuil de la porte. Il ne me demandait pas de déneiger par souci pour ma santé. Il voulait que j'efface les traces de son tueur. Il voulait que ma mort passe pour un accident domestique, une chute dans la neige, un arrêt cardiaque en déneigeant, pour que l'assurance paie sans poser de questions. Mon propre fils avait planifié ma fin. Nous avons arrêté Cédric à la frontière, près de Saint-Julien-en-Genevois, a ajouté Crawford doucement. Il n'a même pas nié. Il a juste pleuré. Je suis rentré chez moi, escorté par la gendarmerie. La cour était toujours couverte de cette neige blanche, si belle et si mortelle. Je n'ai pas touché à la pelle. J'ai laissé la neige là, comme un linceul sur mes illusions. Le lendemain, je suis retourné chez le petit marché. Je cherchais désespérément cette vieille femme. Je voulais savoir qui elle était, comment elle savait. Mais Léa, la caissière, a froncé les sourcils quand je lui ai posé la question. Quelle vieille femme, monsieur Lambert? Celle pour qui j'ai payé les courses l'autre jour. Le pain, le lait, l'oignon. Léa m'a regardé avec une étrange expression. Monsieur Lambert. Vous étiez seul à la caisse l'autre jour. Vous avez posé un billet de 20 € sur le comptoir et vous m'avez dit. Gardez la monnaie pour le prochain qui en aura besoin, Juliette aurait voulu ça. Il n'y avait personne devant vous. Le froid que j'ai ressenti à ce moment-là n'avait rien à voir avec l'hiver savoyard. Et j'ai touché la manche de mon manteau, là où ses doigts s'étaient enfoncés. Je sentais encore la pression de sa main. J'ai regardé par la vitre du magasin. La neige tombait à nouveau sur Chamonix, effaçant les traces de la veille, nettoyant le monde de ses péchés. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.